Pendant la Seconde Guerre mondiale, les sous-marins allemands, les célèbres U-Boot, ont parcouru tous les océans de la planète, coulant navire après navire ennemi et semant l'inquiétude au sein du haut commandement allié. Ils ont même mis en œuvre une tactique très efficace appelée la meute, dans laquelle plusieurs U-Boots étaient dirigés vers un seul convoi et menaient des attaques conjointes, augmentant ainsi considérablement leur taux de réussite. Mais comment ces sous-marins communiquaient-ils entre eux et avec le haut commandement en Allemagne? Découvrons cela maintenant. La première chose que vous devez savoir, c'est que la Kriegsmarine, la marine de guerre allemande, a créé pour son propre usage une nouvelle carte d'opération autour du monde entier, au lieu d'utiliser simplement le système traditionnel de coordonnées géographiques de latitude et de longitude. Les Allemands ont donc créé un système naval basé sur des grilles, et dans ce système, ils ont divisé les surfaces océaniques en grands cadrans de 486 milles de côté. Chaque quadrant recevait une désignation composée de 2 lettres, comme vous pouvez le voir ici sur la carte. A, K, A, L, A, M, A, N, B, C, B, D, B, E, et ainsi de suite. Chacun de ces quadrants était divisé en 9 cadrans plus petits, qui étaient en eux-mêmes à nouveau divisés en 9 autres cadrans, ce qui donnait 81 zones individuelles par cadran. Chacune de ces 81 zones était identifiée par une séquence de 2 chiffres. Donc, pour diriger le sous-marin vers l'une de ces zones, il fallait utiliser 2 lettres et 2 chiffres. Mais ce n'est pas tout, car chacune de ces 81 zones était à nouveau divisée en 81 zones, ce qui permettait finalement d'assigner précisément un U-Boot à une zone de seulement 6 milles nautiques de côté, n'importe où dans le monde. Pour désigner précisément un bateau à l'une de ces zones, la Kriegsmarine utilisait une séquence de 2 lettres, suivie de 2 chiffres, puis encore 2 chiffres. Et vous pouvez vous amuser avec ce système sur le Naval Grid Calculator, qui est un site très intéressant qui simule justement ce système de la Kriegsmarine. Je vais d'ailleurs laisser le lien juste ici en bas dans la description. Bon, maintenant que vous savez cela, comment les sous-marins communiquaient pendant-ils? Les communications des sous-marins se faisaient par ondes radio, et ces ondes radio étaient modulées sur différentes fréquences. Pour mieux comprendre, regardez ce tableau ici. Les fréquences de communication de la Kriegsmarine, de la mer vers la terre et de la terre vers la mer, étaient utilisées dans la bande des hautes fréquences entre 3 et 30 MHz. Et ensuite, pour confirmer les communications, ils répétaient les mêmes données dans la bande Very Low Frequency ou Very Low Frequency, très basse fréquence, entre 3 et 30 kHz. Toutes ces fréquences utilisaient le code Morse, et en plus de cela, il y avait encore le chiffrement effectué par les machines Enigma et similaires, et les transmissions en très basse fréquence pour que cette trace pouvait être captée par des sous-marins immergés jusqu'à 30 mètres de profondeur. Il est important de souligner que la Kriegsmarine utilisait également la communication en fréquence moyenne, mais cette communication n'était pas prioritairement destinée à transmettre des informations, mais plutôt à des fins de localisation, avec des signaux dirigés vers différents points de l'océan pour guider les sous-marins qui se trouvaient au milieu d'un front de mauvais temps et qui étaient donc incapables de naviguer normalement par orientation astronomique. Les sous-marins partaient des ports en Europe et se dirigeaient vers les zones d'opération avec une seule coordonnée initiale, puis recevaient chaque jour de nouvelles instructions, basées sur le système de grille que je vous ai déjà expliqué. Grâce aux informations obtenues par les réseaux de renseignement, la Kriegsmarine essayait alors de diriger ses sous-marins vers la route possible d'un convoi ennemi. Lorsqu'un de ces sous-marins localisait positivement ce convoi, il ne communiquait pas directement avec les autres sous-marins, mais avec le centre de commandement de la Kriegsmarine en Allemagne. C'est alors que ce centre transmettait les informations aux sous-marins qui se trouvaient à proximité de cette zone et les dirigeait vers la route probable du convoi. Les sous-marins sélectionnés pour attaquer un convoi spécifique étaient intégrés dans un circuit de communication spécifique qui n'était ouvert que pendant l'activité d'attaque, puis était rapidement fermé, de sorte que chaque navire reprenait ensuite ses opérations de manière totalement indépendante. L'amiral Karl Dönitz, qui a commencé la guerre comme commandant des sous-marins allemands,
a toujours conçu l'action du sous-marin comme celle d'une arme solitaire, qui ne devait opérer en groupe que sur ordre du commandement supérieur. Il exigeait de ses commandants une discipline radio très stricte, orientant ses équipages à n'utiliser ces équipements qu'en dernier recours. Et en réalité, la plupart du temps pendant leur patrouille, les sous-marins ne faisaient qu'écouter les transmissions en provenance de l'Allemagne. Mais à un moment précis de la journée, ils devaient à leur tour signaler leur position et les changements effectués ce jour-là. Dönitz était extrêmement rigoureux sur cet aspect, mais cela était finalement devenu une vulnérabilité qui a permis de transformer Bolt de chasseur en proie. C'est parce que, depuis les années 20, les États-Unis perfectionnaient leur système de localisation navale par triangulation radio. Et au début de la Seconde Guerre mondiale, ils disposaient déjà d'un réseau de stations radio sur toute leur côte est, transmettant des signaux directionnels à haute fréquence pour déterminer la localisation des sous-marins. Déjà au début de 1942, en plus de ces antennes installées sur le littoral, la marine des États-Unis a commencé à équiper ses navires de systèmes similaires, augmentant énormément l'efficacité de leur système de localisation qui est devenu connu sous le nom de High Frequency Direction Finding, surnommé par les marins HFDUF. En collaboration avec les Britanniques, donc plusieurs antennes ont été installées aussi bien en Afrique qu'en Europe, qui, en travaillant de concert avec les navires au milieu de l'Atlantique, ont créé un système qui détectait rapidement un sous-marin dès qu'il commençait à transmettre. Pour compliquer un peu la vie des Alliés, les Allemands ont développé un circuit de communication appelé Bruno III, également connu sous le nom de code Nordeich, qui était le nom de la ville côtière allemande de la mer du Nord où se trouvait l'émetteur en question. Dans ce système, la transmission était effectuée simultanément sur 4 fréquences différentes à travers 4 bandes différentes, couvrant l'ensemble du globe terrestre, et c'est d'ailleurs par ce système que le cuirassé Bismarck, dont vous pouvez découvrir l'histoire dans notre vidéo ici, a transmis son dernier et funeste message. Avec le cours de la guerre navale tournant contre les Allemands en 1943, la Kriegsmarine introduisit alors en octobre 1943 une nouvelle couche de complexité dans le système Nordeich en présentant les communications hors fréquence. Dans ce nouveau système, il continuait à transmettre sur les 4 fréquences simultanées dont je vous ai déjà parlé, mais chacune de ces fréquences avait 10 bandes au-dessus et en dessous du signal principal, et l'émetteur à terre informait alors de manière codée au sous-marin laquelle de ces sous-fréquences il devait utiliser pour transmettre ces informations. Puisque ce système faisait en sorte que la réponse du sous-marin se fasse sur une fréquence totalement différente de celle sur laquelle il avait reçu le message, les efforts des Alliés pour trianguler la position du sous-marin sont devenus un peu plus difficiles. Mais la situation n'est devenue vraiment compliquée qu'en janvier 1945, lorsque ce système a de nouveau été mis à jour. Et cette fois, il pouvait utiliser jusqu'à 336 sous-fréquences au-dessus et en dessous de la fréquence transmise à l'origine. Avec cette mise à jour, les Alliés n'ont vraiment plus réussi à trianguler la position des sous-marins allemands en mer, et c'est uniquement le fait que la guerre touchait déjà à sa fin, avec un nombre de navires opérationnels fortement réduit, qui a déterminé la faillite finale du système Nordeich. Mais en revenant un peu en arrière, en août 1944, les Allemands ont commencé à tester ce qui pourrait potentiellement être le système définitif pour empêcher que leurs sous-marins soient localisés en mer. Ce système a été nommé Currier et consistait en un appareil couplé à l'émetteur capable de reproduire à très grande vitesse les points, les traits et les espaces qui sont les composants du code Morse pour la transmission vers les stations terrestres. Et ce système pouvait transmettre jusqu'à 10 lettres de texte chiffrées à un rythme allant jusqu'à 10 mots par seconde. Autrement dit, la vitesse de transmission des informations serait si rapide qu'elle rendrait complètement inutile le réseau d'écoute des Alliés à travers tout l'Atlantique. Le système Currier n'est devenu pleinement opérationnel que parce que les stations d'écoute auraient dû être équipées d'enregistreurs d'une très grande sensibilité.
et les limitations technologiques de l'époque n'ont jamais permis la création d'un appareil capable de capter et de transcrire ces signaux avec un bon taux de précision. En fait, ce n'est qu'à la fin de la nuit du 27 janvier 1945 que le système Currier a effectué sa première transmission opérationnelle à bord du sous-marin U-245 du capitaine Friedrich Schumann Hindenburg. Bien que cette transmission en particulier ait été un succès, d'autres transmissions ultérieures n'ont pas réussi à obtenir le même résultat. Étant donné que le système Currier a été définitivement abandonné le 2 février 1945, alors dis-moi, as-tu compris comment les sous-marins allemands de la Seconde Guerre mondiale parvenaient à communiquer avec leur haut commandement alors qu'ils étaient au milieu de l'océan à des milliers de kilomètres de chez eux, partout dans le monde? Dis-le nous dans les commentaires. Écoute, si tu apprécies le travail de la salle de guerre, je vais te dire qu'en ce moment, mes élèves et moi sommes engagés dans une campagne de collecte de fournitures scolaires à donner à des enfants défavorisés le mois prochain, en octobre, qui est ce qu'est le mois des enfants. Donc si tu te sens à l'aise de faire un don, quel qu'il soit, pour collaborer à cette campagne, j'ai créé une collecte sur Apoya.se et le lien se trouve juste ici dans la description. Tous les contributeurs à la campagne recevront un certificat de remerciement et le nom de tous ceux qui ont fait un don apparaîtra aussi dans l'une des vidéos de la salle de guerre. Alors participe avec nous. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis. Mets-nous aussi un pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner à la salle de guerre pour ne rien manquer. Je m'arrête ici, je te remercie encore pour ton audience. Et une grosse accolade de la salle de guerre.